messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce deuxième jour du Salon Itonomie. Je suis Frédéric Vubillot, je suis journaliste, fondateur d'un média en ligne qui s'appelle Mediatico.fr, qui travaille sur l'économie qui a du sens. Et l'économie, elle a du sens quand elle est mise au service des enjeux de société. Donc évidemment, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui parce qu'on parle d'enjeux de société cruciaux. C'est pour ça que vous êtes venus. On va parler sur cette conférence de différentes façons d'aborder les questions du handicap, du grand âge, de la dépendance dans différents pays. C'est pour ça qu'il s'agit donc de regards croisés de l'international. Et ce qu'on peut dire, alors la première chose sur le plan technique, ce qu'on peut dire, c'est que vous savez que il y a deux traductrices qui sont avec nous et que je remercie d'ailleurs pour leur traduction. Vous avez des casques qui sont disponibles si vous le souhaitez à l'entrée de la salle pour la traduction. Et puis la deuxième chose sur le fond du sujet que nous allons aborder maintenant, que l'on peut dire, c'est que d'ici 2050, dans la population mondiale, la part des plus de 60 ans va doubler. Ils vont atteindre 22% de la population mondiale et ils seront plus nombreux en 2050 que les enfants de moins de 5 ans. La plupart d'entre eux, 80%, vont vivre dans des pays qui sont peu développés, peu industrialisés. Et évidemment, on se dit, tiens, nous, on se préoccupe de ces questions-là en France, mais comment ça se passe ailleurs ? Comment est-ce que les autres pays se préparent à relever ces défis-là ? Quelles sont les politiques publiques qui sont mises en œuvre ? Quels sont les services qui sont développés et proposés ? Quelles sont les expérimentations aussi qui sont faites et même est-ce qu'il y a des coopérations qui sont possibles? Voilà plein de questions qu'on va se poser lors de cette conférence, puis on va tâcher évidemment de trouver des réponses. Et pour en parler avec nous, donc, nous avons Gerli Avik qui est au centre avec son casque et qui vient d'Estonie. Elle est conseillère en matière de protection sociale auprès du ministère des Affaires sociales estonien. Nous avons également Madame Hélène Pigot, qui est professeure à l'université Sherbrooke au Québec. Momar Lo, qui est juste à côté de moi, qui lui représente le Sénégal. Et vous êtes DAF, directeur administratif et financier pour le groupe Senefsoft, un éditeur de logiciels. Mohamed Malki, vous êtes au bout là-bas, vous représentez le Maroc. Vous êtes consultant et expert du bien vieillir. Et puis Leila Ouazri, c'est ça, vous êtes marocaine, vous êtes journaliste spécialisée. Et voilà, donc on va parler de tous ces sujets avec vous. Vous avez chacun un micro devant vous ou pas très loin. Et on va commencer avec Gerli Avik. On commence avec vous parce que l'Estonie est quand même présentée comme le pays européen le plus avancé en matière de numérique, de transition numérique. Alors, est-ce que c'est vrai ? Et puis, comment ça se traduit au ministère des Affaires sociales ? Et on va en profiter pour voir votre présentation. Thank you. Can you hear me? Yes. We can hear you. Okay, Thank great. you. So I'm really excited to be here, and thank you for the invitation. So to start again, I'm really excited to be here, and in those 2 days I have been here, I've seen some really exciting solutions that I think we can also learn from France. But hopefully we can also give something back for you to learn from. So since I know that probably most of you don't know that much about Estonia, so just a quick background on what is Estonia and where is it. So Estonia is in Eastern Europe. It's a quite small country, so we have 1.3 million people living in Estonia, so quite often we are called an intimate society, and it's even joked about that we know everyone by first and second name basis, which of course is not true, because probably you also don't have 1.3 million friends. But the size of Estonia also influences on how we make the policies, so I think we can quite often be more agile and more flexible in what we do. I think what is also important is that when you look at the legislation that Estonia has in the social welfare, the main responsibility lies on local municipalities. So you could expect that local municipalities played a key role in supporting people in need. So this would include both elderly and people with disabilities and special needs. But when you actually look at the numbers, then you can see that the responsibility still is on the state level. And what is the sad part is that a lot of the responsibility still lays on
people in need and their families. So these are the issues that we are working with at the moment. Oh, okay, so can I get the second one? I think this is not working. Okay, so just a quick question. What do you think, what do these three companies have in common? So I have here Amazon, Uber, and Airbnb. And what I think is that people do expect services to be intuitive, custom to their personal needs, and really be flexible and integrated. And when we go to public sector, these expectations quite often are not actually met. So I know Estonia has an image of e-Estonia, and I'm not saying it's not true. It quite often is true. So for example, when we look at the tax declarations, then in Estonia you can do your tax declaration in less than 5 minutes, which I think is quite exciting. And we also have a great e-health system. But now when you come to social welfare sector, then this is not the reality. So what we do have in Estonia is we have different sectors. So for example, healthcare sector and social welfare sector are completely different sectors. They are organized on different principles, and quite often they don't really come together. So when you have a person in need who has really complex needs, they do have to turn to each system according to their needs, and it can actually be quite tricky to get the help that they need. So when the question is it true that we have a digital society? I would say it is true, but unfortunately not really in the social sector. So we are trying to overcome this issue, and we have a lot of works in progress, but it is coming along slowly. So we are still struggling with these challenges. And I was asked to talk a bit more on the care coordination pilot. So when we talk about aging societies, it is of course an issue for Estonia as well, as it is in most countries. And in 2015, a burden of care task force was established. And maybe just to give you a bit background of what is task force, I think it sounds quite cool, but what a task force actually means is that all different stakeholders, so for example, doctors, social workers, ministry officials, private sector, all different stakeholders are brought together to solve complex issues. And one of the complex issues that we saw in Estonian society is the issue of burden of care. So this task force worked for 2 years, and they proposed different solutions. So for example, we already have a competency center for people with dementia in the works in building, and we also have different kind of reforms. But the care coordination model was also something that grew out of it. So why do we need care coordination? So to start off, quite often, as I explained, that the system is quite fragmented. It quite often means that people cannot really get to the right services that they need. And what also happens is that quite often we notice the people in need once they are already in institutions. So what we really need to do is help them while they are still at home, and we have to help them so that they can live in their homes longer. Also, the burden of taking care of people is on the people themselves and their families, which also means that the burden of bureaucracy is quite high. And another big issue is that the data between different sectors is not shared systematically, and the services are not coordinated in accordance to the people's needs. So what needs to be done is building a systematic system throughout the country so that all people who need care are supported in a similar manner. So what we are doing at the moment, we created care coordination positions in 6 local municipalities. So as I mentioned before, we actually have 79 municipalities, but what we try to do in Estonia is that we try to pilot solutions before actually scaling them, so we can learn from our mistakes on a smaller scale. And who is care coordinator? Care coordinator is basically a bridge between GP. Is that a common term here? GP? Yes, okay. You can explain, yes. Yes, okay, good. And local municipality social worker, and also all the service providers working
in those municipalities. So what we are trying to do is build networks in the local municipality, so near to the places where people actually are and where they need assistance. What is also done is we are using InterEye evaluation assessment tool. I think it's also used in France, right? But we don't really have a good assessment tool in use in Estonia at the moment. So in this pilot, we are using InterEye, and we are trying to sort of set a common ground on how we evaluate needs and how we help those people. And what is really important to say is that the care coordinator does not only give recommendations, but they actually help people to get to the services that they need. So we have experience in Estonia beforehand that we have also sort of had those coordinator positions, and quite often they sort of stay in a role where they just give recommendations, but this doesn't really help people in need. So what we have to do is have people who actually help them go through the system that can be quite complex. And we are going to pilot this system for 1 year, and then we are going to actually build the system throughout the country. So here is a possibility to learn some Estonian. There is a graph of people that we have classified according to their needs. So above we have a need from the healthcare sector, and then on the side we have needs from the social welfare sector. And what we think at the moment is that the care coordination is needed for the people who have complex needs from both sectors. So what we think is that the people who do not have that complex needs, they can manage with the help of GP and the local municipality social worker, but those three groups who have complex need from both sectors, they actually have to have this more complex support around them. And this is almost my last slide. No worries, I'm not going to stay talking forever. So this is the model how the care coordinators' work is going to work. So at the beginning, we have the person who notices the person with need. So this can be either GP, a local municipality social worker, or a service provider. And by service provider, I mean home care service provider, hospital social worker, or any other stakeholder. So basically, either of these stakeholders notices that a person has a complex need, and they contact the care coordinator, and the care coordinator goes to the place where the person actually is. So this can be the person's home, this can be the hospital, this can be the place where the person receives the service. And the care coordinator then evaluates the whole needs that the person has, and then organizes with the network that is surrounding this person already, organizes all the support that they need. So this is the basic model. And this is the general timeline that we have for the pilot. So I think what is important is that in 2019, in summer, I think we can share the results. But we are actually also happy to share all the mistakes we are making beforehand. So I really liked, I participated in an international e-health group last week. And one of the participants there said that they're really happy they didn't start building the system beforehand, because now they can learn from our mistakes and make a much better system. So maybe this is something also where we can share our mistakes and experiences. Okay, thank you. Thank you very much, Gerli, for this presentation. Je vais me tourner vers Hélène Pigot. Vous êtes donc, je le disais tout à l'heure, professeure à l'université Sherbrooke au Québec, et vous avez cofondé aussi le laboratoire Domus dont vous allez nous parler dans quelques minutes. Mais est-ce que d'abord vous pouvez nous expliquer quelles sont les politiques publiques qui sont déployées au Québec pour le grand âge ou pour le handicap ? Je voudrais d'abord remercier tout le monde là, de m'avoir invité. C'est 2 journées vraiment captivantes et j'ai rencontré des gens très intéressants. Dire aussi que moi je proviens du Québec, même si, enfin, je suis née en France, donc c'est pour ça que je n'ai pas un accent québécois très fort. Beaucoup de gens se disent « Ah, c'est pas la québécoise qu'on attendait ». Mais ça fait plus longtemps que je vis au Québec qu'en France, donc je connais bien le Québec. Et vous dire que le Québec est une des provinces du Canada. Et donc, en fait, au Canada, c'est une confédération. Donc là, je vais parler du Québec et pas du Canada, parce qu'en particulier, les politiques sociales et sanitaires sont gérées province par province. Donc, on va regarder ce qui se passe au Québec. Donc, je me suis surtout intéressée à ce qui se passait en termes de maintien à domicile des personnes âgées.
Et je vous dirais qu'actuellement, le Québec est un peu à croisement des chemins où il va falloir qu'il fasse une grande réflexion. Je pense que c'est un peu une réflexion mondiale qu'on fait, mais plus particulièrement, comment ça se passe au Québec, c'est qu'on est encore dans un système très hospitalo-centrique qui ne correspond pas aux besoins des personnes âgées. Donc en fait, on a été plus, et je trouvais ça très intéressant ce que vous avez présenté, par rapport à ce qui se passe en Estonie, on a été vraiment vers une concentration des services où on commence à avoir des méga systèmes hospitalo-centriques, où en fait tout dépend de l'hôpital. Et donc sur le terrain, les gens ont beaucoup de mal à répondre aux besoins très changeants des situations. En particulier, on va penser aux secteurs ruraux qui sont très très mal desservis et représentés. Ça, c'est une des premières choses. Donc, on a eu une assurance autonomie à un moment qui a été sur la table et qui a été balayée trop rapidement. Donc, on a un travail à faire là-dessus. La deuxième chose, c'est le problème de l'hébergement des personnes âgées. Je vais vous en dresser un portrait. Le problème, c'est qu'on se retrouve là encore sur une concentration de l'hébergement et ça pose d'énormes problèmes. Donc, en fait, ce qu'on peut voir déjà au Québec, c'est que la plupart des personnes âgées habitent dans des résidences privées, donc chez elles. Et quand je vais parler des personnes âgées, c'est plus de 65 ans. Donc on sait que dans plus de 65 ans, il y a 65, 80, puis après 80, le portrait est assez différent. Mais là, je vais parler des plus de 65 ans. Beaucoup de gens donc se retrouvent chez eux ou dans des logements avec des logements autonomes. Et on va se retrouver avec 10% des personnes qui vont se retrouver dans des résidences privées pour des personnes semi-autonomes, dont la plupart sont dans le secteur privé et certaines sont avec des visées non lucratives, donc comme les coopératives par exemple de logement. Et enfin, on a en hébergement un 4% de personnes donc, qui ont besoin d'énormes services, donc ce qui est un peu l'équivalent des EHPAD ici, ce que nous on appelle les CHSLD. Tout le monde aime les acronymes au Québec comme en France, donc comme ça on ne se comprend pas. Alors, le Québec, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un drame, vraiment un gros drame, et je vous ai montré la carte du Québec tout à l'heure, je peux revenir en arrière, c'est sur une petite île dans le Saint-Laurent, très difficile d'accès, c'était évidemment en plein hiver et donc c'est encore plus difficile d'accès, il faut prendre le bateau pour s'y rendre, et donc en fait ça a causé la mort de 32 personnes âgées en plein hiver. Donc drame énorme, et vous pouvez imaginer qu'est-ce qu'ont décidé les pouvoirs administratifs. Pardon, qu'est-ce qui s'est passé Excusez-moi, un incendie. Un incendie. Un incendie. Donc voilà. Et donc le résultat, c'est qu'on a encore plus resserré les normes pour le logement des personnes âgées, ce qui nécessite des gicleurs quand on héberge des personnes âgées, ce qui nécessite aussi des constructions différentes. En général, on construit en bois, là il faut construire en béton. Et donc ce que ça va avoir pour conséquence, c'est qu'il y a de moins en moins de petites résidences pour personnes âgées, ce n'est plus viable. Pour avoir des résidences pour personnes âgées qui sont viables, ça demande 300 personnes minimum. Donc on a des énormes structures pour le logement qui vont jusqu'à 1000, 1200 personnes âgées. Et donc en fait, ça a deux grosses conséquences. Et d'une, c'est que ça ne répond pas aux besoins parce que finalement, les gens vont être pas logés chez eux. En fait, ils vont être logés dans les grands centres parce qu'il faut des grands centres pour abriter ces grandes résidences. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est un problème d'accessibilité financière. Et donc, je vous ai montré le graphe qui montre que le revenu médian d'une personne âgée, c'est 1 600 $ par mois. Et habiter dans une grande résidence, c'est 1 500 $ par mois. Donc quand on parle que le logement doit à peu près tenir 30% du budget, vous pouvez imaginer qu'on en est très loin. Je sais que quand on parle des 1 500 $, on parle aussi de la cafétéria, de l'accès à la cafétéria. Par contre, ce qu'on ne rentre pas dedans, c'est tous les soins de santé, puisque dans ces résidences-là, quand vous demandez de l'aide pour les médicaments, quand vous demandez de l'aide régulière d'une infirmière, vous devez le payer. Donc vous voyez qu'il y a un gros problème d'accessibilité financière. Donc actuellement, on est en train de faire face à une crise pour l'hébergement des personnes âgées, donc pour le maintien à domicile, crise dont on n'a pas encore pris la connaissance, à mon avis, dans la population.
Donc on comprend, il y a des énormes structures pour des raisons économiques, et on a un système qui fait que effectivement les personnes qui sont logées ne peuvent pas, ne peuvent plus épargner, ne peuvent plus aider leurs petits-enfants probablement, et c'est probablement l'inverse qui se produit. On a un petit peu la même chose en France. Qui devrait mieux financer cela? Comment est-ce que le système pourrait ou devrait être modifié pour que ça fonctionne mieux? Alors, une des choses sur lesquelles nous, on essaye de travailler, c'est effectivement d'essayer d'éviter peut-être un modèle qui n'est qu'un modèle de rentabilité. Parce que vous pouvez imaginer qu'actuellement, les grandes résidences, ce qu'elles cherchent, c'est la rentabilité. Alors, je vais aller tout de suite à notre proposition, qui est une proposition de coopérative. Et nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est une coopérative de solidarité qui permet de mettre en place tout l'écosystème dont la personne âgée a besoin. Ce qu'on pense, c'est que pour un maintien à domicile, la personne âgée a besoin de... On parlait de multi-stakeholder, c'est exactement ça. C'est de plusieurs acteurs qui gravitent autour d'elle. Donc en fait, quand on parle personne âgée, on pense personne âgée et son réseau de soutien. Donc ça peut être aussi bien la famille que les voisins. Et en fait, on va avoir besoin de services de santé puis de services sociaux qui vont graviter autour de la personne. Et nous, on pense que les services technologiques vont aider, vont soutenir. Mais pour que les services technologiques soutiennent à bon escient comme il faut absolument que tout le monde se parle. Et c'est pour ça qu'au laboratoire, depuis le début, on fait de la recherche interdisciplinaire. En particulier, donc en fait, si on veut installer des services à domicile, il faut déjà qu'il y ait une évaluation du besoin qui soit aussi bien une évaluation technique que clinique et sociale. Et quand on va parler de maintenance, eh bien on va parler d'une maintenance qui va être continuelle aussi bien encore en termes techniques qu'en termes clinico-social. Et donc c'est pour ça qu'on veut mettre en place, parce que là on est en train de préparer les assemblées générales d'une coopérative de solidarité. Solidarité veut dire multi-stakeholder coopérative, avec l'idée que tous les acteurs vont être des acteurs du maintien à domicile de la personne âgée, donc comme je disais, les différents acteurs. Et l'idée d'être dans une situation d'une organisation sans but lucratif va permettre de dégager un petit peu tout cet argent et de le remettre pour la personne âgée. Ce qui correspond bien au modèle coopératif qu'on connaît en France, si j'entends ce que vous dites. Exactement. Oui, donc on s'est vu hier sur la même table ronde, et donc le modèle coopératif des aides techniques, j'ai rediscuté avec le présentateur d'hier, c'est exactement le même modèle. D'accord. Alors vous avez abordé un petit peu là, ce que vous faites au laboratoire Domus, mais dites-nous en plus, qu'est-ce que vous faites dans ce laboratoire ? Alors, dans ce laboratoire, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je vous dis, nous, on est un vieux laboratoire, on a commencé en 2000. Et quand je dis vieux, ça veut dire qu'à l'époque, le téléphone cellulaire, donc ce que vous appelez ici le téléphone portable cellulaire chez nous, il n'existait pas. Donc vous pouvez imaginer comme c'était pas mal ancien, notre affaire. Mais dès le départ, on s'est aperçu qu'il fallait assister les personnes selon le contexte. On parle de personnes qui ont des troubles cognitifs, personnes avec Alzheimer, traumatisme crânien, schizophrénie. Et en fait, il faut que le contexte s'adapte aux besoins de la personne. Vous ne devez pas aider de la même façon pendant la nuit que le jour. Et en fait, ce qu'on a actuellement, c'est des appartements qui ne sont pas réactifs, et où donc on essaye, à la personne Alzheimer, on essaye de lui mettre plein de post-it pour qu'elle se rappelle comment faire le café, comment faire chauffer son four micro-ondes le midi, etc. Le problème, c'est qu'elle se réveille la nuit, elle va dans la cuisine, pas mal endormie. Déjà, elle a réussi à trouver la cuisine parce qu'elle était confuse, elle ne sait plus très bien où est la cuisine et la salle de bain. Donc elle est arrivée par hasard dans la cuisine, et tout d'un coup, on lui explique comment faire le café. Je peux vous dire qu'à 3h du matin, elle va faire son café. Puis ce n'est pas très bien l'idéal pour pouvoir se coucher. Donc il faut absolument insister selon le contexte. Et donc donner les informations au moment où il le faut. Donc c'est pour ça qu'on met des capteurs pour savoir qu'est-ce qui se passe, à quel moment ça se passe. Ensuite, comme on vous dit, on pense vraiment qu'il faut accompagner le réseau d'entraide. Donc c'est qu'il ne faut pas le faire à la place, mais avec eux. Et enfin, donc vous avez compris qu'on est en multidisciplinarité. Donc en termes technologiques, en fait, on travaille vraiment sur l'Internet des objets, sur la modélisation cognitive pour connaître les besoins et les capacités. On s'occupe des capacités restantes, et avec les capacités restantes des personnes âgées, on peut aller, enfin, personnes avec Alzheimer, on peut aller beaucoup plus loin. Et donc sur l'intelligence artificielle. 4 exemples, je vais essayer d'aller un petit peu vite. Organisation de la vie quotidienne. Donc vous avez un téléphone cellulaire qui a permis à un vieux monsieur de 80 ans qui s'imaginait 20 ans avant
de s'organiser, de prendre ses rendez-vous, de savoir ce qu'il allait faire. Et il l'a gardé pendant 1 an et demi, même s'il n'était plus capable de s'habiller, il était encore capable d'utiliser l'application qu'on avait mise sur le téléphone cellulaire. Ça apporte une grande implication pour les gens, en particulier il vivait avec sa femme, et il n'avait plus besoin toutes les 5 minutes de lui dire « est-ce qu'on a mangé ? Est-ce qu'on va manger ? Quand est-ce qu'on mange ?» Parce qu'il le savait sur son téléphone, il disait « ça y est, on a mangé », donc quand il se posait la question, sortait son téléphone, il disait « ah, on va manger dans 5 minutes ». Donc organisation, ensuite réalisation d'activités complexes. On s'est beaucoup intéressé à l'activité de cuisine, qui est une activité très très complexe. Il faut faire plein de choses et il y a des risques de sécurité quand on utilise la cuisinière. Donc en fait, on aide les gens pas à pas à faire leur cuisine, à faire des recettes. Donc c'est un livre de recettes automatisé. Et aussi, pourquoi c'est en sécurité, c'est qu'en fait, la cuisine est branchée sur l'appartement. Donc, il y a des capteurs dans la cuisine qui nous permettent de savoir si, quand la personne elle a allumé la cuisinière, est-ce qu'elle se retrouve dans la cuisine. Et dès qu'elle sort, elle veut sortir de son appartement ou de la cuisine et que pourtant, il y a un rond qui est allumé, à ce moment, on lui rappelle à elle, attention, vous ne pouvez pas sortir parce qu'il y a un rond allumé. On lui rappelle 1 fois, on lui rappelle 2 fois. Si, en fait, elle ne comprend pas ou elle ne répond pas au message, à ce moment-là, on coupe la cuisinière et on avertit les intervenants, donc la famille, ça pourrait être aussi, qu'il y a eu un bris de sécurité. Et donc, ça permet aux personnes de vivre autonomes, en sécurité chez elles. Et tout ça, ça se fait à distance. Vous pilotez à distance. En fait, l'exemple que je vous donne sur la cuisinière est installé depuis 3 ans dans une résidence pour personnes avec traumatisme crânien. Et donc, en fait, les intervenants sont 24 heures sur 24 dans la résidence. Donc, ça ne se fait pas vraiment à distance, mais vous pouvez imaginer que si ça s'est fait de l'appartement des personnes âgées au local des intervenants, ça peut se faire effectivement à distance. Dernière question, le laboratoire Domus, donc je le disais, il dépend de l'université de Sherbrooke. Ça veut dire que vous êtes financé par l'université sur fonds publics ? Alors effectivement, on a beaucoup de fonds publics, mais là, comme on veut partir donc sur cette coopérative, on va être à moitié sur les fonds publics qui vont aider au démarrage de la coopérative, mais aussi, vous avez vu qu'en fait, on va être avec des fonds publics, des privés, puisque effectivement, actuellement, la problématique qu'on vit, c'est que quand on teste à domicile, ce qu'on fait énormément, là c'est notre idée de tester à domicile, le problème c'est que nos situations ne sont pas pérennes. Donc en fait, on fait l'expérimentation, puis après on dit bien au revoir, tant mieux si vous l'avez aimé, mais tant pis, nous on ne peut pas continuer. Et donc d'où l'idée de cette coopérative pour aller vers des solutions qui sont non plus temporaires mais permanentes. Merci pour vos réponses. Vous pourrez tout à l'heure poser des questions à nos intervenants. Vous pouvez d'ailleurs déjà noter les questions si vous en avez qui viennent. On va se tourner vers Mo Marleau, qui est juste à côté de moi. Donc, je le disais tout à l'heure, vous êtes le directeur administratif et financier du groupe Senefsoft, qui est un éditeur de logiciels. Quelle est la situation au Sénégal pour les personnes âgées ? La situation sociale, je dirais que se trouve entre un peu l'Estonie et le Québec. On a des personnes âgées. Je vois mal d'ici, excusez-moi. Au Sénégal, on a à peu près 1 million d'habitants qui sont des personnes âgées de plus de 60 ans. Et en fait, c'est bien réparti entre les hommes et les femmes, où on a 60% qui sont des femmes, des hommes. Excusez-moi, je ne vois pas très bien. 60% de femmes et 40% d'hommes. Donc en fait, on voit bien que la répartition, elle est un peu à la répartition au niveau homogène au niveau de l'Afrique, avec à peu près 6% de personnes âgées. Et je dirais qu'au Sénégal, nous avons un problème de transition démographique. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, on a un problème de transition démographique avec une urbanisation massive. Il y a beaucoup de personnes âgées qui quittent un peu les régions pour venir soit retrouver leurs enfants, soit venir chercher un peu du travail. Et souvent, on voit des personnes qui sont assez démunies dans les cités urbaines. Et on voit aussi l'apparition de maladies chroniques dues à l'âge.
ce qui est un peu normal. Et ça s'accompagne avec une solitude dans la maladie, puisque finalement, comme on est personne âgée, ben, on considère un peu qu'être malade, c'est un peu normal. Et on a ces pathologies-là qui sont liées à l'âge, qui ne sont pas bien prises en charge et qui vont, je dirais, l'être au fur et à mesure, et une vulnérabilité économique. Ça veut dire quoi, pas bien pris en charge? C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Non, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes âgées ne sont pas prises en charge à l'instar de l'Europe, comme on le fait ici, puisqu'ici en France, on a un peu des systèmes de subventions comme l'APA qui permettent de prendre les personnes âgées au domicile, les aider. On a l'assistance à domicile, que ce soit l'hospitalisation à domicile, que ce soit l'aide à domicile. Donc on a un système de financement très bien organisé, alors qu'au Sénégal, on n'en est pas encore là. On commence à structurer la prise en charge des personnes âgées, notamment par des politiques publiques, par deux caisses de retraite, l'IPRES et le Fonds national de retraite. Et ça commence par la prise en charge, exemple, des frais médicaux pour les personnes âgées qui, à travers un plat sésame, ne payent plus les frais médicaux. Mais là, on est au balbutiement un peu de l'organisation de la prise en charge des personnes âgées. Puisque la solidarité faisant, chacun s'occupe de ses parents. Au jour d'aujourd'hui, on est loin du standard européen, puisque pour nous, Sénégalais, Africains en général, avoir ses parents, c'est lui rendre un peu ce qu'il nous a donné pendant toute sa vie. Et on se bat entre frères pour pouvoir garder ses parents dans la maison. Il y a toute une dimension culturelle, toute une dimension un peu de retour aussi. Mais cela s'accompagne aussi avec l'évolution des mœurs, puisque les jeunes et les moins jeunes sont de plus en plus autonomes, vivent de plus en plus dans des cités urbaines, dans des villes, en appartements, avec une vie qui s'européanise un peu, on va dire, qui se standardise. Et on retrouve moins cet espace lié aux personnes âgées qui avaient un peu leur lieu dans le domicile, où tout tournait autour d'eux. Donc on voit bien qu'il y a cette sorte de transition démographique et cette sorte d'évolution des mœurs qui font que le problème devient d'une acuité extrême pour les personnes âgées aujourd'hui, tout en tenant compte aussi de tous les problèmes de santé, d'isolement, d'autonomie. Moi, je prends un exemple. Je connais une personne âgée qui n'est pas très vieille et qui a perdu ses dents. Comme c'est très compliqué de pouvoir se mettre en dentier, ça touche l'ego et ça crée un peu un renfermement parce qu'on ne peut plus se présenter devant les gens, on n'est plus coquette, on va dire. On ne peut plus sourire. Exactement. Et du coup, on voit bien que les personnes s'isolent et je trouve que c'est dommage puisque dans la culture africaine, la personne âgée a une position centrale. Les gens... Sage. Oui, on dit qu'une personne âgée qui disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle, c'est Mpateba qui a dit ça. Mais cette image de sagesse, cette image de position centrale est un peu bousculée par les nouvelles mœurs de vie, par la transition démographique. Et on voit qu'il y avait à peu près 5-6% de la population dans les années 2000 de personnes âgées. C'est toujours la même proportion, mais pourtant l'espérance de vie a augmenté. Mais proportionnellement, la population aussi a augmenté. Du coup, on reste sur une proportion homogène, malgré une évolution due aux évolutions aussi par rapport à la prise en charge de la santé. L'État, je parle du Sénégal que je connais mieux, l'État sénégalais a commencé à travailler là-dessus, en prenant en charge les personnes, en faisant une gratuité des soins. Mais encore faudrait-il qu'on ait toutes ces informations-là pour aller chercher le bon soin, remplir les papiers, et aller se déplacer. Puisque... les moyens étant réduits, aller voir le médecin, c'est déjà beaucoup de dépenses. Et souvent, il y a le fatalisme qui est là. J'ai la tension artérielle, j'ai le diabète, j'ai 60 ans, c'est presque normal. Voilà, on est un peu dans cette situation-là. Donc on voit qu'on a deux modèles de société radicalement différents. Chez vous, encore très tourné autour de la famille et donc de la prise en compte des personnes âgées, alors que chez nous, finalement, on les met dans des maisons où il y a plus de 1000 personnes, comme vous le racontiez tout à l'heure. Et en même temps, votre modèle fait aussi des envieux chez nous. On se dit qu'on aurait peut-être plus intérêt à mieux prendre en compte nos personnes âgées. Vous parlez de transition démographique,
mais il y a aussi une transition numérique qui est en cours au Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, c'est très intéressant parce qu'on est vraiment à la croisée des chemins. Je regardais hier, comme tout le monde, sur LinkedIn, une information qui m'est arrivée sur le Sénégal qui est devenu, avec les Kenyans en Afrique de l'Ouest, l'un des pôles les plus dynamiques en termes de création de start-up, tout ce qui est nouvelles technologies. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, CNF, en France, on est éditeur de logiciels, on construit des logiciels pour s'occuper des personnes au domicile. On a une très très bonne connaissance de l'aide à domicile en France. C'est pour ça qu'on a se servi de cette science-là pour pouvoir créer ces logiciels-là. Et on veut implémenter la même chose en Afrique. On a commencé à discuter avec l'État sénégalais et l'idée, c'est de pouvoir utiliser les nouvelles technologies, tout ce dynamisme-là des jeunes Sénégalais pour pouvoir apporter des réponses concrètes aux vieux qui sont à côté d'eux. Là, on voit bien qu'on est dans une fracture générationnelle, intergénérationnelle et numérique. Et l'idée pour nous, c'est de faire ce bridge-là, ce pont, pour qu'on puisse amener la technologie et couper tous les circuits pour que la personne âgée puisse avoir la médication qu'il faut. Concrètement, on peut mettre, exemple, des scanners à distance, de la médication à distance, avec des smartphones qui permettent aux personnes les plus éloignées de l'hôpital de pouvoir tout de suite être diagnostiquées et vues par un médecin, exemple, à Dakar, si la personne se trouve dans une région éloignée. Et aujourd'hui, l'idée, effectivement, c'est un peu comme l'Estonie et un peu moins, on n'a pas envie d'aller vers le système québécois parce que sinon, ça irait pas. Mais l'idée, c'est vraiment gagner du temps, utiliser la technologie pour pouvoir faire en sorte que les personnes âgées aient cette place-là, parce qu'elles ont beaucoup donné pour pouvoir produire ce qui se produit aujourd'hui, et en même temps avoir les soins nécessaires. Vous voyez, l'équation, elle est là. Et je pense que l'État sénégalais nous a entendus, a compris le projet des structurations, parce qu'on va ramener quand même des majors en France, des leaders en France, au Sénégal pour structurer le business, aussi bien en termes de formation, aussi bien en termes de technique de prise en charge qu'en termes de business. Puisque, effectivement, s'il n'y a pas de business derrière, ça ne tient pas. Et au jour d'aujourd'hui, on voit bien que l'État fait des efforts, mais le budget consacré aux personnes âgées est encore très minime. Parce qu'il n'y a pas une vraie politique. Il y a juste une aide à la médication. Il y a juste une aide quand on va à la pharmacie acheter une boîte d'aspirine, on compense un peu. Voilà. On essaie, nous, d'amener toute cette structuration, aussi bien au niveau business, sociétal et intergénérationnel, en utilisant les outils nouveaux. Et est-ce que l'État sénégalais a les moyens de développer, de déployer une politique publique autour du numérique pour répondre à ces enjeux-là? Ou est-ce que finalement, ça va reposer entièrement sur le privé? Je pense que c'est les deux. C'est-à-dire que l'État est en train de comprendre qu'il faut impulser, il faut faire une politique dynamique de création des conditions favorables à ce que les Sénégalais eux-mêmes puissent se projeter en avant. Aujourd'hui, il y a des capital risques, il y a des financements publics qui existent pour amorcer. Il y a un capital risque qui s'appelle Teranga Capital, qui est doté par l'État d'à peu près une centaine de millions d'euros, qui a permis à des start-upers de commencer. Et derrière, une fois que ces gens-là ont montré que le modèle était viable, les banques suivent. Aujourd'hui, il y a plein de fonds qui existent en Afrique. Ce n'est pas l'argent qui manque. L'Union européenne détient plein de financements, mais ce qui manque, c'est réellement des vrais projets structurés avec des personnes complètement compétentes et focus sur une idée bien précise, et non pas des politiques d'ajustement structurel qu'on a connues. On veut, et c'est ce qui nous donne tout le courage, nous, pour pouvoir transférer ce qu'on fait en France dans ces pays-là, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a une nouvelle dynamique et il y a des enjeux extrêmement forts, puisque 6% de la population sénégalaise, encore une fois, et c'est homogène en Afrique de l'Ouest, 6%, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et 6% vont bénéficier de tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde, parce que le gap technologique nous le permet. C'est ça l'avantage. On ne va pas creuser pour faire des murs ou créer des hôpitaux avec des salles blanches. On pourra utiliser les nouvelles technologies pour gagner beaucoup de temps. Merci Momarlo. On va se tourner vers Mohamed Malki. Donc je disais tout à l'heure, vous êtes expert du bien vieillir, vous êtes consultant, vous avez été conseiller d'ailleurs dans plusieurs cabinets ministériels, vous êtes un expert de la silver economy, comme on dit. Quel est le constat que vous faites, vous, sur la transition démographique au Maroc ? Je rectifie juste un peu une présentation. Donc je ne représente pas le Maroc au sens comme ça a été indiqué. Je suis consultant expert du bien vieillir en France. Je travaille vraiment
dans le périmètre du vivre chez soi, en intervenant à la fois sur des questions du logement, l'adaptation du logement, ou du logement adapté, des logements collectifs, type résidence sociale, résidence-service, etc., mais aussi sur le numérique, sur les services du domicile, sur la mobilité. Donc je suis généraliste, mais dans la constellation vraiment autour du domicile au sens générique. Mais pour répondre à votre question, j'ai eu vraiment le grand plaisir. J'ai été donc agréé à l'ONU l'année dernière comme consultant sur la question du vieillissement et j'ai réalisé ma première mission au Maroc le printemps et l'été dernier. Le Maroc est un pays évidemment jeune, encore un pays très jeune, mais un pays qui vieillit très rapidement. Et le Maroc a atteint un niveau de vieillissement en une génération, ce que la France et beaucoup de pays européens ont mis un siècle et 20 ans. Donc ça s'accélère très très vite. Aujourd'hui, on est à 11,1. Il y a 15 ans, on était à 6%. En 2030, on sera à 17% de la population sera âgée de 60 ans et plus. Et en 2050, on sera à 25%. C'est une accélération inouïe, incroyable. Espérance de vie, elle a augmenté très fortement chez les hommes, chez les femmes. On a aujourd'hui une espérance de vie qui ne nous fait pas honte, 73 ans. À partir de 60 ans, on a une espérance de vie moyenne pour les hommes de 17 ans, pour les femmes jusqu'à 21 ans. C'est quand même dans la moyenne européenne, je dirais, on n'est pas très loin, ça c'est faut le dire. Et puis surtout, il y a une chute extraordinaire du taux de fécondité. On est passé à un taux de fécondité dans les années 60 à 7 enfants,2. Aujourd'hui, on est à 2,2 en zone urbaine, mais également en zone rurale. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors aujourd'hui, le topo, grosso modo, donc on a une population âgée qui va augmenter, une population en âge d'activité qui continue à s'accroître jusqu'à 2035, et après elle se stabilise et elle commence à baisser. Et puis à partir de 2030, les plus de 60 ans seront plus nombreux que les 15 ans, les moins de 15 ans. Donc c'est une réalité. Et les pouvoirs publics au Maroc, ils en sont conscients. Alors maintenant, cette question-là, elle ne se pose pas de manière seule. Elle se pose dans le cadre d'un grand chantier que entame le Maroc, qui est celui de la protection sociale au Maroc. Là, aujourd'hui, on a un projet de réforme, de refondation de la protection sociale. C'est un chantier stratégique, c'est un chantier prioritaire. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a une demande de protection sociale au Maroc, portée notamment par les classes moyennes, dans le secteur public, mais dans le secteur privé. Mais aussi, on a toutes les populations qui sont très touchées par les vulnérabilités économiques et sociales, qui sont des populations qui sont dans l'informel, qui sont en zone rurale. Après, on a vraiment des segments de population qui sont assez particuliers. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de système de protection sociale aujourd'hui et qu'il est réclamé, ou qu'il y en a un qui est perfectible et donc la demande porte sur son amélioration ? Oui, on en a un que nous avons hérité du temps de la présence française au Maroc, qui est tout à fait le même système que la France. Il est à la fois bismarckien et beveridgien. Pour le dire dans un langage moins pédant, on a un système de protection sociale assurantielle qui est fondé sur des cotisations et donc des droits auxquels donnent les cotisations. C'est le système de protection sociale qui est ancré sur l'activité professionnelle. On a le même système qu'en France. Oui. On a des caisses de maladie, on a des caisses de retraite et des caisses de prévoyance. Bien. Le deuxième volet, le deuxième pilier du système de protection sociale, c'est de l'assistance sociale. Et dans l'assistance sociale au Maroc, c'est un secteur qui s'est beaucoup développé, il s'est beaucoup diversifié au gré des besoins, historiquement, dans des contextes différents, touchant des populations plus ou moins différentes. Je prends un exemple large. Tout simplement, c'est la caisse de compensation. Au Maroc, il existe encore une caisse qui permet, sur des denrées alimentaires de base, de pouvoir financer une partie, subventionner une partie du produit. Alors, vous allez me dire que ça touche tous les consommateurs au Maroc. C'est vrai, mais c'était une façon aussi d'alléger, je dirais, la charge financière sur les gens qui consacrent une bonne partie de leur budget à l'achat de produits alimentaires. Mais vous avez aussi l'INDH, on a un représentant ici, l'INDH finance un tas d'activités en milieu rural, urbain, auprès de populations défavorisées. Ça peut être vraiment un tas de choses. Ça peut être financer des activités rémunératrices qui permettent aux personnes de dégager un revenu et de quoi vivre. Ça permet de faire de la formation, ça permet de faire de la réinsertion dans l'emploi, etc. Mais ça peut être aussi le programme Tessir, qui finance la scolarité des enfants qui sont en risque de déscolarisation. Ça peut être le financement des cantines scolaires, les internats, les bourses, le fonds de... Donc vous avez un tas de choses. Le constat qu'on fait, c'est la Cour des comptes, elle l'a fait en 2013, elle a fait une étude sur le système de protection sociale, disons voilà, le pilier assurantiel, il couvre grosso modo aujourd'hui au Maroc 30% des personnes qui sont en âge d'activité. Les 70%,
sont dans l'informel. Donc ils ne sont pas couverts. Ou alors ils font des allers-retours. Parmi eux, par exemple, si je prends les personnes âgées, 60 ans et plus, 17% seulement des personnes âgées de 60 ans et plus disposent d'une pension de retraite. Ça veut dire que plus de 80% des personnes âgées de 60 ans et plus n'ont pas de pension de retraite. 35% d'entre elles, elles travaillent encore. 52 entre 60 et 64, et ça descend jusqu'à 15% au-delà de 75 ans. Ça veut bien dire qu'il y a des gens aujourd'hui au Maroc qui sont âgés, qui ont dépassé l'âge de la retraite, mais qui continuent à travailler parce qu'elles n'ont pas de revenus qui leur permet de vivre. Et puis, vous avez d'autres personnes, la grande majorité des personnes âgées, 68-70%, dépendent essentiellement du soutien familial. Les femmes, particulièrement un public particulièrement vulnérable, parce qu'elles cumulent toutes les vulnérabilités de tout le parcours de vie. Elles sont beaucoup moins insérées dans l'emploi, elles ont été moins bien formées, moins insérées dans l'emploi, disposant de très peu de retraite. Elles sont à peu près les femmes âgées de 60 ans et plus aujourd'hui qui disposent d'une pension de retraite. Elles représentent à peine 4,5%. Les ruraux, 4,7% seulement. Donc on est vraiment face à une réalité quand même extraordinaire. Ça, c'est côté assurantiel. Donc le système assurantiel n'a pas été capable d'intégrer dans son écosystème la population en âge d'activité qui aujourd'hui arrive à la retraite. Et on le paye très fort. Le système assistance sociale, c'est un système, comme je vous le disais, il a été fabriqué par morceaux, il est fragmenté, il concerne des populations bien ciblées, dans des circonstances, dans un contexte, avec des statuts juridiques différents, avec une organisation, une gouvernance, avec des conditions d'éligibilité, si bien qu'aujourd'hui, on a, comme, vous savez, c'est un peu comme une maille... Comme une maille qui est trouée partout. Vous avez des populations qui, alors même qu'elles devraient être prises en charge par le système, elles ne le sont pas. Vous avez des gens dedans alors qu'ils ne devraient pas y être. Et puis vous avez des problèmes de passerelle. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, donc, il y a un vrai chantier de restructurer complètement le système de protection sociale. Ça concerne toutes les populations, en particulier les personnes âgées. Voilà, parce que là, on a l'exposé d'une situation, c'est le constat, on a planté le décor. Sur quoi le pays aujourd'hui est-il en train de travailler? Est-ce que vous faites des expérimentations? Qu'est-ce qui est en train de changer au Maroc? La protection sociale au Maroc est un chantier stratégique, c'est un chantier prioritaire. Une demande sociale forte de l'ensemble de la population, et bien évidemment, on a aussi des situations de vulnérabilité économique et sociale auxquelles il faut répondre. Je vais les citer tout à l'heure. Donc le chantier est entamé. Donc là, aujourd'hui, il y a une mise à plat de l'ensemble du système. On gardera les deux piliers, mais le pilier assistance sociale, il ne sera pas là juste pour pallier les insuffisances du système assurantiel en attendant qu'il couvre l'ensemble de la population. Ça, on n'y croit pas beaucoup. Donc qu'est-ce qui se fait? Aujourd'hui, dans le système assurantiel, depuis la mise en place de l'assurance médicale obligatoire, on est en train de la généraliser à l'ensemble des actifs. Bien évidemment, le salariat, mais ça c'est normal, ça fait longtemps. Mais le grand chantier aujourd'hui au Maroc, on l'a d'abord élargi aux étudiants. Ça, c'était une très belle initiative. Donc tous les étudiants au Maroc aujourd'hui, ils ont une assurance maladie. Et le projet qui est en cours de mise en place, c'est d'élargir la protection maladie et retraite aux indépendants, ce qu'on appelle les TNS, les travailleurs non salariés. Les travailleurs non salariés, c'est tous ceux qui ne sont pas fonctionnaires et tous ceux qui ne sont pas dans le secteur privé en tant que salariés avec un contrat de travail. Donc, ça comprend, vous allez être étonné, que le secteur privé, enfin les TNS au Maroc, par exemple, comme les avocats, les notaires, les médecins, vous avez tous ces métiers réglementés ou les métiers organisés n'ont pas d'assurance maladie, n'ont pas d'assurance retraite. Là, aujourd'hui, ce sur quoi travaille le Maroc, c'est l'obligation de mise en place d'une assurance maladie et retraite dans le secteur. On démarre par ces professions-là, on espère que dans 15 ans ou dans 20 ans, on touchera le marchand ambulant, en passant par les commerçants, les indépendants, enfin les artisans, etc., etc. Ça, c'est un chantier. Le deuxième chantier, c'est la protection sociale assistentielle. Là, il y a un vrai projet, c'est vraiment un travail de cartographie de l'ensemble de la protection de l'assistance sociale. Et aujourd'hui, on a identifié 6 composantes fortes, principales sur lesquelles le Maroc est en train de travailler. C'est d'abord assurer une protection sociale des enfants, en regroupant l'ensemble des dispositifs qui existent aujourd'hui, santé, scolarité, jusqu'à la dimension handicap, etc., pour qu'un enfant aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'âge de la scolarité, soit protégé. Premier axe. Le deuxième axe, bien évidemment, c'est d'élargir la protection sociale à l'ensemble de la population en âge d'activité. Tous ceux qui travaillent doivent être assurés. Et le troisième
piliers sur lesquels moi j'ai particulièrement travaillé dans le cadre de la mission que j'ai menée le printemps dernier et l'été dernier au Maroc, c'est une protection sociale des personnes âgées aujourd'hui, en regroupant l'existant, voire, c'est une des préconisations que je fais dans mon rapport, la création d'un minimum vieillesse, un minimum de survie pour les personnes âgées aujourd'hui qui n'ont pas de pension, qui n'ont pas de revenus de patrimoine, qui n'ont pas de revenus autres et qui n'ont pas un soutien familial important. Enfin, assurer une couverture médicale universelle pour toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas accès à une assurance médicale. Et enfin, les deux derniers éléments, c'est une protection sociale des personnes en situation de handicap, mais ça, c'est ma collègue Leïla qui pourra vous en parler beaucoup moins, oui. Qui va regrouper toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par les dispositifs de 1 à 4 que je viens de citer. Ils auront donc une protection sociale, médicale, etc. Enfin, il y aura toujours des populations, des segments, des niches de population qui ne sont pas couvertes par ce système-là. Donc, il y aura une couverture sociale pour toutes les autres. Et pour toutes les autres, ça peut être par exemple, des réfugiés aujourd'hui au Maroc, des migrants, ça peut être des femmes veuves sans soutien, des enfants orphelins, enfin, des cas sociaux vraiment limites qui ne peuvent pas être saisis. C'est le grand chantier du Maroc. Moi, j'ai participé de ma part, côté personnes âgées, donc j'ai fait un certain nombre de préconisations au ministère. On verra. Et maintenant, on va regarder ce qu'il en est du côté de la population en situation de handicap avec Leïla Ouazri. Donc, je le disais, vous êtes journaliste. Quel est votre regard, vous, sur la situation du handicap au Maroc ? Donc, moi, je vais apporter un regard de témoin pour avoir côtoyé les familles de personnes handicapées, pour avoir vu leurs souffrances et pour avoir écouté leurs doléances. Donc déjà, par rapport aux statistiques, le Maroc compte 2,2 300 000 personnes handicapées, ce qui représente à peu près 6,8% de la population. Et selon les statistiques officielles également, un ménage sur 4 compterait une personne handicapée. Donc c'est une population quand même importante. Hélas, on peut dire que le Maroc est un peu à la traîne par rapport aux politiques dédiées à cette population. On peut dire qu'il y a un avant 2011 et un après 2011. Donc 2011, c'est l'année de la nouvelle constitution qui a fait suite aux événements du printemps arabe. Donc à partir de là, le Maroc a commencé à développer des politiques publiques pour inclure cette population. Mais encore une fois, l'inclusion sociale et économique de cette catégorie de la population reste une chimère. Donc, le rapport du Conseil économique, social et environnemental pointe du doigt le Maroc. Le dernier rapport d'ailleurs daté de 2018. Le CESE du Maroc ? Oui, du Maroc, oui. Voilà. Pointe du doigt le travail du Maroc dans ce sens, en disant que le Maroc n'a pas développé à date une politique antidiscriminatoire et une protection sociale pour permettre à ces personnes de vivre dignement. Et il y a aussi le rapport du comité de la Convention internationale des droits des personnes handicapées de la session 2017 qui également a exprimé sa préoccupation par rapport aux réalisations du Maroc quant à une politique antidiscriminatoire et des actions dédiées à cette population pour la sortir de l'exclusion et de l'isolement. Donc, même si les dispositions de la Constitution 2011 consacrent justement explicitement les droits de ces personnes, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a quelques avancées qu'on ne peut pas nier, mais les attentes sont si énormes et si importantes que ces personnes ont toujours ce ressenti d'exclusion et d'isolation. C'est un ressenti qui est justifié parce que c'est des droits et quand on ne jouit pas de ces droits, on se sent exclu.
Donc, on comprend bien qu'il y a du travail à faire. Oui, D'ailleurs, s'il n'y avait plus rien à faire, on ne serait pas là pour en parler. oui. Mais en même temps, vous dites depuis 2011, il y a des avancées. Est-ce qu'on peut rentrer plus dans le détail des avancées? Est-ce qu'il y a aussi peut-être des expérimentations? Qu'est-ce qui est en train de se transformer au Maroc sur la situation des personnes en situation de handicap? Alors, juste avant de parler des avancées, et des actions et des mesures qui sont mises en place, je voudrais quand même insister sur quelques difficultés qui peuvent paraître ici anodines, mais qui ont quand même un grand poids au Maroc. Parce que si on prend l'exemple de l'accessibilité, on a un sentiment de dénigrement des lois, même si les lois existent et ne sont pas appliquées. Donc, par rapport à l'accessibilité, on parlait tout à l'heure de l'isolement de ces personnes. Ces personnes ont des difficultés d'être dans les espaces publics parce qu'il n'y a pas d'accessibilité, on ne leur facilite pas l'accès, il n'y a pas de rampe, que ce soit dans les administrations, les écoles, les hôpitaux, le privé ne fait pas mieux. Et du coup, on se retrouve donc encore une fois isolé, ce qui pose d'autres problèmes. On a le problème de scolarité qui est posé, on a le problème d'employabilité qui est posé. Donc, en parlant aussi d'emploi, donc il y a aussi une loi qui existe et qui exige un quota de 7%. Dans la fonction publique, dans le secteur privé, il n'est pas fixé, mais là aussi, ce quota n'est pas appliqué. On a le même problème en France. Et donc, si ces personnes ne sont pas scolarisées, et si, une fois qu'ils sont scolarisés, tant bien que mal, avec toutes les difficultés, et qu'ils sont diplômés et qu'ils n'arrivent pas à accéder à un emploi, ils sont exclus des régimes de protection sociale. Donc voilà, donc si vous voulez, on peut revenir sur les actions, on peut revenir sur les difficultés après si vous voulez, pour approfondir, mais on peut parler des actions mises en place. Si Parlons de ce qui est mis en place aujourd'hui. Donc, comme je disais, depuis 2011, il y a une prise de conscience et il y a une volonté d'avancer. Et donc, moi, à mon avis, la majeure avancée qui me paraît à saluer, c'est le Fonds de cohésion sociale qui a démarré en 2012. Alors, ce Fonds de cohésion sociale, il permet de subventionner la scolarité des enfants en situation de handicap. Moi, je pense que c'est une avancée majeure parce que c'est la première étape pour sortir de l'exclusion. L'éducation me paraît importante. Donc il est mis en place par le gouvernement marocain. Tout à fait. C'est le gouvernement qui paye. Il y a suffisamment de crédits? Il y a un fonds, oui. Ça a démarré timidement avec, en 2015 avec 50 millions de dirhams. Ensuite, en 2016, 100 millions de dirhams. Et ensuite, 2017, 53 millions de dirhams. Alors, donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, on voit que ça progresse, d'accord. Est-ce que ça répond aux besoins? Ça ne répond pas encore aux besoins, parce que les besoins sont énormes, mais c'est une avancée majeure qu'il faut saluer, parce que la scolarité, encore une fois, est très importante. Il y a aussi le Fonds de cohésion sociale permet aussi de financer les AGR, c'est-à-dire les activités à revenus génératrices, les activités génératrices de revenus. Donc, quand on est porteur de projet, on peut bénéficier d'une aide. C'est vrai, 60 000 dirhams pour les associations, c'est une somme modique, mais c'est déjà un bon début. Il y a une base et on peut améliorer les choses au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a d'autres expérimentations au Maroc dont il faudrait parler ici avant de passer la parole au public? Alors, il y a en termes de législation, il y a aussi une avancée. C'est la loi cadre 97-13 qui a été promulguée en 2016 et qui devrait en principe permettre l'application de la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Donc ça, c'est un grand espoir. Et puis lorsqu'on parle aux familles, lorsqu'on parle aux personnes handicapées en leur disant c'est quoi la priorité aujourd'hui, ils nous disent tout simplement c'est l'application des lois. Parce qu'on a une belle littérature juridique, mais malheureusement, sur les faits, sur le terrain, ce n'est pas vraiment toujours appliqué. Donc les lois existent, elles ne sont pas appliquées, mais il y a des amendes quand elles ne sont pas appliquées? Non, justement, il n'y a rien. Ce n'est parce que
le problème, c'est qu'il y a une loi qui est promulguée, il faut attendre les décrets. Les décrets d'application, ensuite il faut attendre les arrêtés, et parfois il y a des années qui passent entre la promulgation de la loi et sa mise en œuvre. Merci pour ces témoignages. Je vais proposer à la salle maintenant de poser ces questions, et je vais vous proposer tout simplement de lever la main si vous avez des questions, et puis de vous présenter et de nous dire précisément sur cette table ronde à qui vous adressez votre question. Qui veut démarrer ? Merci. Je me présente d'abord, Mohamed Joumani, je suis de Maroc. Je profite de mon séjour en France ici pour voir cette expérience, puisque comme travail, je coordonne le programme de l'INDH, comme il a cité M. le Melki. L'INDH, d'abord, c'est ce qu'on appelle l'Initiative nationale du développement humain. C'est un programme qui est installé au Maroc depuis 2005. Le génie de ce programme, c'est que c'était un programme étalé au niveau national. Il a permis la proximité. C'est un programme de proximité d'abord. La décision se fait au niveau des provinces. Avant, c'était difficile pour les associations qui s'intéressent aux personnes âgées, à toute la lutte contre la précarité, les personnes en situation de handicap, de bénéficier des financements. Maintenant, avec l'INDH, il commence un accès au financement facile au niveau des départements, ce qui est difficile il y a une décennie. Les problèmes qu'on a rencontrés, c'est qu'on doit passer à une professionnalisation des associations qui s'intéressent à tout ce qui est précaritaire. Donc, c'est une question culturelle, c'est une question d'apprentissage, c'est une question de gouvernance quand même. Alors je voulais seulement citer une chose, que différents fonds au Maroc et différents systèmes de protection, c'est a obligé le Maroc, c'est seulement pour M. le Melki, a obligé le Maroc il y a deux mois de faire réfléchir à un système le RNP, le Registre national de la population. Merci. Donc, on le laisse réagir ? Non, Alors, soyez seulement bref pour la problématique. Soyez bref pour qu'on puisse prendre plusieurs questions. Voilà, la problématique au Maroc, c'est comment définir la population cible pour la protection sociale. Merci. Oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, sur le volet assistance sociale, c'est vraiment un système fragmenté qui s'adresse à des populations très diverses, très variées, avec des conditions d'éligibilité, avec des niveaux de prise en charge, avec des acteurs, des systèmes, des dispositifs. On a fait mieux que la France. On a encore un truc, une usine à gaz, une machine, mais c'est comme ça. Au Maroc aujourd'hui, pour pallier à ce problème, c'est-à-dire il y a des gens qui devraient avoir droit à telle chose mais qui n'y arrivent pas, ou des gens qui sont dedans alors qu'ils ne devraient pas y être, mais devraient être ailleurs, etc. Aujourd'hui, au Maroc, il est en train de créer un registre social, un numéro, un peu l'équivalent de l'INSEE, mais social, qui fait qu'à tout moment, on peut savoir la personne qui elle est, quelle est sa situation, quels sont ses droits, de quel type d'allocation elle bénéficie pour pouvoir coordonner et mieux gérer le système. Je pense que c'est une très bonne avancée dans l'organisation du système au Maroc. Et merci de l'avoir signalé. Une autre question dans le public ? Alors voilà, on a 2 personnes. Bonjour, Marie-Laure Favier, je suis co-gérante d'une structure d'aide à domicile et je voulais savoir, que ce soit au Canada ou en Estonie, comment est perçu le personnel ? Est-il mieux valorisé qu'en France ? Avez-vous les mêmes difficultés que nous à trouver du personnel compétent et intéressé par ce métier ? Merci pour cette question. Écoutez, je trouve la question très intéressante et je dirais que ça date de très longtemps, en fait, cette problématique de valorisation du personnel social.
Donc en fait, au Québec, on se retrouve avec deux systèmes. Un système qui est complètement géré par le public, où en fait on va travailler sur les besoins à domicile et on est beaucoup sur les personnes qui sont en grande situation de fragilité. Donc on va pouvoir, on a un système qui est le système SMAF qui nous permet d'évaluer très précisément les besoins en service. Et donc ce système est pour toute la population, mais en termes publics, on a donc une capacité pour les gens de venir à domicile. À côté de ce système public, on a un système de ce qu'on appelle des ESA, des entreprises d'économie sociale à domicile. Et donc en fait, c'est comme ces deux systèmes-là qui fonctionnent main dans la main. Le système public étant travaillant plus sur tout ce qui est soins à domicile personnel et les ESAD plus sur tout ce qui est plus domestique. Il y a effectivement, comme vous, je perçois la problématique de revalorisation de ces personnels-là et de leur offrir, comment dire, je pense que, enfin bon, personnellement, là je vais prêcher pour ma paroisse, je pense que les technologies sont aussi un moyen de revaloriser, dans le sens qu'au lieu de les considérer comme des femmes de ménage et uniquement des femmes de ménage, on va être à ce moment-là plus dans l'idée qu'il y a un soutien pour, je ne sais pas moi, par exemple, intégrer les nouvelles technologies. Donc là, le problème qu'on a, ça va être un gros problème de formation. Et j'ai vu qu'il y avait des tables rondes là-dessus, je veux vraiment y assister, parce qu'on a un gros problème de formation pour justement pouvoir répondre à ces besoins-là. Gerli Avik, comment ça se passe en Estonie? So from the side of Estonia, this is really pushing on a pressure point that we have in our system. So I think I didn't mention that before, but we come from a background where institutional services were the main services provided. So we are sort of going through the deinstitutionalization process, which means that we also need completely different kind of competencies to offer home services, to offer services like personal assistant service. And when talking about specifically personal assistant service, then I think this is the service that we are lacking the most. So even if there is money to pay for that service, we just can't find the people who are willing to do the job. So I think the main question here is about both training, paying for the job, and also just valuing the profession in general. So this is something that we really have to work with. Bon, c'est facile nulle part. Il y avait une autre question, madame. Bonjour. Donc moi, je suis infirmière et en même temps formatrice. Ma question s'adresse à Madame Pigot parce que vous nous aviez présenté dans votre petit laïus des logiciels par rapport à l'intelligence artificielle. Il me semble avoir vu sur le PowerPoint qu'il y avait quelque chose par rapport à la prévention des errances nocturnes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Et la deuxième chose qui m'intéresse, c'est tous ces logiciels, comment vous formez, qui vous formez et où, quand, quoi, comment? Puisque en tant que formatrice, c'est vrai que je suis intéressée pour savoir comment on forme les futurs professionnels de demain à ce genre de technique. Ok. Merci pour la question. Donc en fait, dans l'errance nocturne, bon, pour replacer, qu'est-ce que c'est le problème d'errance nocturne? C'est vraiment un problème de personnes qui sont confuses pendant la nuit et comme je vous dis, qui marchent à la sollicitation, qui ne se retrouvent pas tout à fait chez elles et puis qui, au bout d'un moment, confondent le jour et la nuit à tel point qu'à 3h de l'après-midi, ils vont appeler leur fille en disant... 3h du matin, justement, ils vont appeler leur fille en disant il est 3h, puis comment ça se fait que tu n'es pas là pour venir m'accompagner chez le médecin? Donc on se retrouve avec cette problématique-là. Et donc en fait, nous, ce que l'on propose, c'est vraiment d'avoir un environnement qui est calmant pour la personne, dans le sens que quand elle se réveille, on l'aide à répondre à ses besoins, donc qui sont des besoins comme tout le monde, quand on se lève la nuit, d'aller aux toilettes, de boire un verre d'eau et d'aller se recoucher. Et donc à ce moment-là, on l'accompagne par des signaux qui sont plus des signaux, soit de la musique, soit un message de sa famille qui lui dit maman, c'est l'heure de retourner au lit, tout le monde est en train de dormir. Donc au moment où c'est important, donc au bon moment, c'est-à-dire quand déjà la personne a eu le temps d'aller boire de l'eau, etc. Donc voilà un peu le système, comment il fonctionne. Et dans
dans toutes les logiques de nos systèmes, ce qu'on essaye, c'est d'avoir une place à la facilité d'usage, ce qui limite énormément le problème d'apprentissage, même s'il est, parce qu'on sait qu'il faut aux personnes avec Alzheimer leur expliquer comment utiliser le système, même si c'est à minima. On est en train de se poser effectivement toutes les questions par rapport à la formation. Comme on travaille avec les aidants, en fait, ce qu'on est actuellement en train de se rendre compte et de travailler avec elles, c'est de quoi elles ont besoin. Quels sont, je dirais, les rapports journaliers, hebdomadaires dont elles ont besoin pour comprendre si une personne est autonome ou pas à la maison. Donc, je dirais que ça, c'est un processus qui est en train de se faire. Un dernier mot, peut-être, Hélène Pigot, vous pouvez nous dire en quelques secondes ce que c'est que le réseau AgeWell, un réseau canadien dont les frontières dépassent peut-être le Québec ? Oui, alors le réseau AgeWell, c'est un réseau qui est très intéressant. C'est ce qu'on appelle des réseaux d'excellence où des chercheurs de différentes institutions se sont mis en commun pour promouvoir les gérontechnologies, donc les technologies pour l'aide à domicile, pour les personnes âgées, aussi bien pour l'aide à domicile que même le suivi, la télémédecine. Donc c'est un réseau pan-canadien qui en fait a déjà 5 ans d'existence, qui dépend des fonds publics du Canada et qu'on espère bien pouvoir être subventionné encore en 5 ans pour pouvoir vraiment réfléchir sur cette problématique-là. Eh bien, merci beaucoup à tous les 5. Merci Hélène Pigot, Mohamed Malki, Gerli Avik. Merci Momarlo. Merci Leïla Ouazri. Vous pouvez les applaudir pour les remercier pour leurs interventions.